Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. La guerre. C'est la guerre. Eh bien, on va en parler tout de suite après le teasing. Ici Sud Radio. On l'a, Pierre-Marie Sèvres, vous l'avez ? Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous les états, effectivement, mais je ne suis pas le seul. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de quelque chose qui est passé totalement inaperçu. C'est la résolution sur la conscience historique en janvier dernier. Le Parlement européen a passé une résolution. Vous allez voir, on va en parler avec Pierre-Marie Sèvres. C'est tout à fait extraordinaire ce que veut faire le Parlement européen. On est rappelez-vous, à quelques semaines ou à peine des élections. On a eu l'Eurovision, on va en parler, l'Eurovision, l'Eurodélire, l'Euroillusion, c'était très intéressant aussi. Mais quelle Europe? On va en parler aussi, effectivement, après. Nous allons en parler avec Alain Juillet. Mais quelle Europe voulons-nous? Écoutez, c'est passionnant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du l'hymne à la joie, la 9e symphonie, Beethoven. Oui. Beethoven, c'est pas Ursula von der Leyen, heureusement. Mais, est-ce que c'est vraiment un hymne à la joie qu'il faut pousser quand on lit? Et je vous assure, je vous invite à la lire, allez sur Internet et regardez la résolution votée en janvier, vous voyez, il y a presque 6 mois, par le Parlement européen. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Pierre-Marie Sèvres, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors Pierre-Marie Sèvres, vous êtes directeur de l'Institut pour la justice. On vous reçoit souvent et avec plaisir pour parler un peu de ce qui se passe sur cette France où il n'y a aucune injustice. Il y a un sentiment d'insécurité ou un sentiment d'injustice, mais ça n'existe pas là. C'est pas ça du tout. Vous avez déniché une pépite que vous avez mise sur les réseaux sociaux. C'est cette résolution sur la conscience historique passée au Parlement européen, votée par le Parlement européen. Et je dois dire que je l'ai lu dans le détail, mais c'est assez hallucinant. Alors, c'est quoi la conscience historique européenne? Et je voudrais qu'on parle du détail. Par exemple, Pierre-Marie Sèvres, le Parlement européen, et c'est écrit, mot pour mot, invite les États membres à faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Ça veut dire que ça y est, l'Europe doit être d'abord et les nations ensuite. C'est murmuré, c'est susurré dans toutes les oreilles, mais là c'est dit. C'est bien ça. Absolument, c'est ça. Alors c'est une résolution, donc il faut pas croire, heureusement, il faut pas croire que c'est quelque chose d'officiel. Enfin, si c'est quelque chose d'officiel, c'est pas quelque chose de contraignant. C'est ça. Elle n'est pas exécutoire. Elle n'est pas exécutoire, il faut le dire. Oui. C'est ça, exactement. Aucun ministère de l'éducation d'un pays européen n'est obligé de prendre des mesures pour faire passer effectivement l'histoire européenne avant l'histoire nationale. Tout à fait. Mais en revanche, c'est du non contraignant, mais c'est tout de même du symboliquement assez fort. C'est destiné ça a un but bien précis, c'est faire pression sur tout le monde, faire pression. Alors d'habitude, quand le Parlement européen prend des résolutions, c'est pour condamner telle ou telle dictature en Orient, etc. Ouais. Et c'est destiné à faire pression sur les dirigeants politiques de ces pays-là, mais pas à avoir une valeur contraignante. Les ministres des Affaires étrangères européens n'ont pas à prendre des mesures en fonction de ces résolutions. Bien d'accord, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est regarder le contenu, Pierre-Marie Sèvres. Alors, vous avez cité le point 12. C'est une résolution qui a 28 points. Moi, j'en ai relevé 4 qui m'ont semblé, qui m'ont profondément choqué. Donc, le point 12, qui est celui de faire passer l'histoire européenne et mondiale avant l'histoire nationale. Bon, encore là, moi, je trouve qu'ils y vont assez soft par rapport à ce qui va suivre. Mais le Parlement estime dans le point 13 que le chauvinisme, les stéréotypes sexistes, les asymétries de pouvoir et les inégalités structurelles sont profondément ancrés dans l'histoire européenne. Voilà. Nous tous, nous portons profondément ancré en nous du chauvinisme, des stéréotypes sexistes et des inégalités structurelles. Absolument. Mais ça va encore plus loin. On a le point 14, moi, m'a vraiment choqué parce qu'on utilise vraiment un vocabulaire spécifique et idéologique. Je vais vous le lire.
la résolution déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement de l'histoire. Au genre. Voilà, au pour genre, moi, on en parle. c'est du wokisme stupide. Nous sommes obligés, selon le Parlement européen, en tant qu'Européens, nous sommes obligés d'avoir une approche multiculturelle et sensible au genre. Et si nous ne sommes pas suffisamment multiculturels et sensibles au genre, alors nous sommes de mauvais Européens, selon le Parlement européen. Et puis, je vous cite le dernier point qui était un peu le pompon, hein, pour moi, le point 15, qui suit immédiatement. Cette résolution souligne cette fois la nécessité d'un enseignement interdisciplinaire et intersectionnel de l'histoire. Et ce mot intersectionnel n'est pas innocent, puisque c'est un mot qui est brandi à tort et à travers par les wokistes, par le wokisme, le mouvement woke par excellence. Et donc, nous sommes obligés d'avoir une approche wokiste de l'histoire européenne. Sinon, nous sommes de mauvais citoyens. Pierre-Marie Sèvres, il faut expliquer ça. Quand ils disent intersectionnel, d'abord, avant cela, ça a été voté, est-ce que vous avez, ça a été voté par une majorité très forte, ça a été voté, cette résolution a été adoptée comment? Vous le savez? Oui, alors, c'est une résolution qui a été élaborée suite à plusieurs rapports de la Commission Culture et Éducation du Parlement européen. Voilà. D'accord. Donc, ça a été d'abord voté par eux, et ensuite, ça a été soumis au grand Parlement européen avec les centaines de députés européens. Ouais. Et là, ça a été voté assez largement. On a eu 409 oui, 165 non, et puis 35 abstentions. Voilà, c'est les chiffres que j'ai retrouvés. Non, mais c'est intéressant déjà, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce que domine, moi, et on le voit, on pourrait en parler énormément sur l'essentiel, mais c'est très intéressant, c'est-à-dire que il y a toutes les considérations, vous savez, considérant que, avant de dire ce qu'il faudrait faire, et ce qui est extraordinaire, c'est que ils ont de dire, voilà, nous allons enterrer tous les conflits. Il n'y a plus de conflits, il n'y a plus de problèmes, ce sera la paix. Comme d'ailleurs les ancêtres de l'Union européenne disaient ce sera la paix après effectivement les guerres terribles, les 3 guerres mondiales, les guerres fratricides même, en tout cas 71 n'était pas une guerre mondiale, mais 14-18, mais 39-45, c'est fini, c'est la fin de l'histoire, c'était déjà ça l'idée. Bon, très bien l'Europe, très bien, mais quand ils insistent sur 2 choses quand même, Pierre-Marie Sèvres, quand ils disent écoutez les nations, oui mais allez, c'est mezzo voce, c'est un catimini, c'est plus ça l'important, il faut pas que le nationalisme demeure d'une nation à une autre, et puis intersectionnel, c'est employé par tous les mouvements du wokisme à Black Lives Matter, tout le monde emploie l'intersectionnel, c'est la convergence des luttes un peu, c'est ça? Oui, complètement. Moi, je vois de manière générale, alors là, moi, mon sujet, l'Institut pour la justice, c'est essentiellement le droit pénal, mais j'étudie régulièrement l'Union européenne, puisque l'Union européenne touche beaucoup au droit pénal, ce qui est une nouveauté d'ailleurs. Mais en l'occurrence, moi, je vois 2 mouvements dans l'Union européenne. C'est premièrement grignoter la souveraineté des nations. Ouais. Prendre le pouvoir, hein, tout simplement. C'est les instances de l'Union européenne et ceux qui la contrôlent, à commencer par les membres de la Commission, bon, les députés européens à une autre valeur. Ouais. Voilà, les membres de la Commission européenne essentiellement, et leurs réseaux et leurs amis qui veulent prendre le pouvoir, et donc pour prendre le pouvoir, le prennent aux nations qui possédaient le pouvoir jusqu'à présent. Donc ça, c'est le premier mouvement, comme vous l'avez relevé. Et deuxièmement, c'est d'imposer une certaine idéologie. Une fois qu'ils ont ce pouvoir, c'est pas simplement pour être libéral et neutre, etc. Non, c'est pour imposer une certaine idéologie. Moi, je le vois dans le monde de la justice. Dans le monde de la justice, on sait très bien qu'ils ont une idéologie qui a une inspiration anglo-saxonne, mais qui est en gros laxiste. Voilà, on peut l'appeler l'idéologie laxiste. Toutes les 3/4 des résolutions ou des décisions que prend l'Union européenne en matière de justice sont des décisions qui avantagent les accusés, qui avantagent les criminels et les délinquants, qui empêchent les autorités de les poursuivre, etc., etc. Et ben là, pour l'éducation, c'est la même chose. Sur la conscience, en tout cas historique européenne, c'est la même chose. Ils ont une idéologie précise en tête qu'ils veulent imposer. Donc, premièrement, vous avez raison, ils veulent prendre le pouvoir, par exemple, c'est dans le point 12, hein. Donc, ils veulent faire passer l'histoire européenne avant le reste, c'est prendre le pouvoir. Et les 3 points suivants, c'est imposer une certaine idéologie de gauche, voire d'extrême gauche. Oui, parce que les vases communicants étant ce qu'ils sont, Pierre-Marie Sèvres, si vous dites que je veux faire passer, mais c'est important pour moi, l'histoire européenne avant l'histoire nationale, ça veut dire qu'on va éteindre et étouffer d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs elles sont déjà battues en brèche, les romans nationaux. Le roman national doit disparaître, ils le disent pas comme ça, bien sûr, au profit du roman européen. C'est-à-dire que les spécificités des nations, c'est dehors. C'était fini, c'est vieux.
vieux, c'est ringard, oubliez tout cela, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, de toute façon. Et puis, je reprends les points que vous avez soulignés, Pierre-Marie Sève. Le chauvinisme, c'est quoi le chauvinisme? C'est-à-dire, si je suis français et plutôt pas mécontent de l'être, c'est du chauvinisme. Les stéréotypes sexistes, où ça commence, où ça s'arrête, bien sûr qu'il faut dénoncer le sexisme. Exactement. Mais lequel? Est-ce qu'il faut, au nom de la transmania, accepter tout, les asymétries de pouvoir, les inégalités structurelles? Mais dites-moi, les inégalités structurelles, malheureusement, elles existent depuis 3000 ans. Ils vont les supprimer comme ça, d'un espèce de petit coup, d'un petit trait de... Et puis, alors là, déplore l'absence d'une approche suffisamment multiculturelle et sensible au genre dans l'enseignement d'histoire. Vous l'avez souligné, Pierre-Marie Sève. Alors, parlons multiculturel, ça veut dire quoi dans leur narratif, dans leur langage? Et encore une fois, le genre, on en parle suffisamment, mais c'est très très ciblé quand même tout ça. C'est très très ciblé et à la fois c'est extrêmement ouvert à interprétation. Les inégalités structurelles, vous l'avez dit, le tribunal de l'Union européenne pourrait décider que pour un écart de salaire au sein d'une entreprise, c'est une inégalité structurelle et donc il faut condamner telle personne. Ça veut tout et rien dire d'une certaine manière. Et j'ai rédigé un texte il y a quelques semaines là-dessus. J'ai appelé ça le polythéisme des valeurs. L'Union européenne en fait se remplit de concepts extrêmement creux, extrêmement vides, donc complètement ouvert à interprétation et donc à partir desquels on peut faire accepter tout ce qu'on veut à partir du moment où on a le pouvoir. C'est celui qui interprète, donc celui qui a le pouvoir d'interpréter, qui fait passer toutes les décisions qu'il veut. Donc ça, c'est un vrai sujet. L'Union européenne, qui est supposée être une union basée sur le droit, sur des concepts précis, carrés, on a envie de dire, et bien en fait se base sur des choses complètement floues, desquelles, à partir du moment où elle a le pouvoir, elle peut décider de tout ce qu'elle veut. Et j'en ai cité tout un paquet, moi, dans mon petit texte. C'est marrant que vous m'en parliez, mais dans le traité de 57, on n'avait que 2 valeurs dans l'Union européenne, c'était la sauvegarde de la paix et de la liberté. Vous regardez 20 ans plus tard dans le traité le traité établissant une constitution pour l'Union européenne qui a été refusé, mais qui finalement a été accepté. Et ben là, on a des droits, mais allez comprendre ce que c'est. Je vous en cite quelques-uns. La diversité culturelle, religieuse et linguistique, le droit d'accès à des services de placement, la protection en cas de licenciement injustifié, et puis l'intégration des personnes handicapées. Vous imaginez? Et il y en a 200, 250 comme ça. Et en fait, Pierre-Marie Sève, ce qui est intéressant, ça amène à quoi? Ça amène à tout se vaut. Donc ça veut dire qu'on peut faire passer ce qu'on veut au nom du tout se vaut. Et c'est ça qui est absolument terrifiant. Et puis encore une fois, multiculturel et le genre. Et puis, c'est-à-dire qu'au fond, ce qui et je voudrais terminer là-dessus, ce qui se dégage de cela, effectivement, c'est pas contraignant aujourd'hui, mais ça montre bien une direction. C'est-à-dire qu'au fond, tout se passe comme si on veut faire de l'Europe le pouvoir suprême, on veut faire une Europe fédérale, même s'ils ne le disent pas comme ça, on veut faire une Europe où les nations, on jette le bébé nation dans l'eau du bain européen, et s'il se noie, c'est peut-être pas mal, ce sera pour le meilleur et le camp du bien et de la paix. C'est un peu ça. C'est ça, et à mon sens, ça ne peut pas. C'est même pas une façon efficiente de gérer les affaires européennes. Moi, j'en suis persuadé que le principe de subsidiarité doit être important, doit être même fondamental, que chaque échelon local doit décider des affaires locales. Voilà, ce n'est pas du tout le cas. L'Union européenne a une tendance qui est prouvée et expliquée depuis des années à vouloir s'immiscer dans absolument tout, dans des sujets ultra précis, ultra locaux, dont on n'a pas besoin de son influence. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on rejette la construction européenne, ou en tout cas l'idée d'une construction européenne qui grandisse. C'est évident que être européen aujourd'hui, ça a plus de sens que ça n'en avait il y a 50 ou 60 ans. Non, mais c'est évident. Non, mais le problème, il est pas là. Et le problème, il est, comme vous dites, dans la subsidiarité à expliquer, c'est-à-dire quelle est la marge de manœuvre d'un État comme la France, l'Italie, l'Allemagne et ailleurs. D'autant plus qu'on le voit dans tous les problèmes industriels et autres, comment je préfère acheter des
des F-15 que des Rafales. Prenons par exemple le cas de l'Allemagne. Je préfère commercer avec l'Amérique qu'avec les autres. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et c'est ça l'hypocrisie fondamentale, que la plupart des nations regardent encore leurs intérêts, même si effectivement l'Europe existe. On est sur un foculisme absolu et on essaie de faire masquer ça avec l'intersectionnalité, le multiculturalisme et autres merveilleuses calembredaines. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est exactement. Il faut savoir que là, ce texte-là, en l'occurrence, d'ailleurs, c'est intéressant d'en parler. Ça a été voté par une commission sous large influence allemande. Moi, en lisant le texte, je vois plein de mots allemands, des mots. J'aime beaucoup l'Allemagne, j'aime beaucoup l'allemand, mais enfin, l'autoflagellation, oui, ça me paraît être un concept peut-être plutôt allemand qui est imposé à toute l'Europe. Alors, l'Europe n'a pas commis les mêmes crimes que les Allemands il y a certaines années. Tout à fait. Culpabilité, que de crimes on commet en ton nom. Merci Pierre-Marie Sève. Merci à vous. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite avec Pierre Gentillet pour le Ça Balance et la nouvelle mobilisation à Bélab contre le centre d'accueil pour les migrants. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Il y a une semaine, il y a quelques jours, nous recevions l'avocat Pierre Gentillet. Nous le recevons toujours avec plaisir pour parler de cette manifestation qui avait lieu samedi, donc qui a eu lieu samedi à Bélabre, un petit village où l'on annonçait une arrivée de migrants. Pierre Gentillet, on en parle tout de suite avec lui parce que vous savez que la décision globale est de saupoudrer la majorité de villages français, de migrants. Alors c'est reçu avec plus ou moins d'enthousiasme par la population. Qu'est-ce qui se passe vraiment et qu'est-ce qui s'est passé à Bélabre? On en parle tout de suite. Sud Radio André Berkov. Berkov dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Sans abri, sans un toit, sans amis, et sans toi, sans abri, sans un toit. Alors ça, c'est la chanson des SDF, des sans domicile fixe, merveilleuse chanson de Pierre Bachelet. Mais là, à Bélabre, notamment, c'est autre chose. Pierre Gentillet, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors, vous aviez annoncé dans notre émission, effectivement, cette manifestation de samedi à Bélabre. D'abord, rappelez où se situe exactement Bélabre. Tout à fait. Alors, Bélabre se situe dans le sud de l'Indre, plus précisément dans un endroit qu'on appelle la vallée de l'Anglin, qui est un endroit magnifique. C'est donc l'Indre, c'est dans la région centre. Donc, on est dans le sud de la région centre. On est vraiment au cœur de la France. C'est un village de combien d'habitants? 900 habitants. 900 habitants sur le papier. Habitants. Et en réalité, ce serait plutôt aux alentours de 700-800, mais bon, mettons 900 habitants. D'accord. Alors, Pierre Gentillet, rappelez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est organisé à Bélabre et pourquoi cette manifestation a eu lieu? Alors, en réalité, cette manifestation est la 7e depuis maintenant 15 mois. Ça fait 15 mois, pour être précis, depuis février 2023, que nous manifestons et que je manifeste aux côtés des habitants de ce petit village de l'Indre contre l'installation d'un centre pour migrants. C'est-à-dire que en février 2023, les habitants ont découvert le poteau rose, c'est-à-dire que leur maire, en catimini depuis un certain temps, travaillait avec une association pro-migrants qui s'appelle l'association Ville Thaïs, qui d'ailleurs, c'est ce qu'on a découvert après, est financée par des collectivités de droite. Cette association a pour projet d'installer des centres de migrants, vous savez, pour les répartir. D'accord. C'est ce qu'on dit plus en plus en province. Et à partir du moment où les habitants ont eu connaissance qu'il y allait avoir ce centre de 38 migrants en plein cœur du village, dans un endroit complètement insalubre, on est dans une impasse, dans un bâtiment qu'il faut complètement rénover, oui. Eh bien, les habitants ont décidé de se prendre en main, indépendamment des partis politiques, c'est ça qui rend vraiment le phénomène très intéressant, et ils se sont organisés pour manifester contre la décision de ce maire qui a été prise dont il n'avait pas du tout entendu parler. Dont il n'avait pas du tout entendu parler, vous dites. De la décision de ce maire. La population de Bélabre n'avait pas du tout entendu parler de ça, du tout. Alors, absolument. Il a fallu l'oreille discrète
et attentive d'une Bélabraise, Mhm. qui a été à l'origine de cette mobilisation, pour informer et pour organiser une mobilisation, première mobilisation à laquelle je me suis rendu, et je ne m'attendais pas d'ailleurs à voir autant de monde et autant de Bélabrais mobilisés, et depuis 15 mois, effectivement, vous avez des mobilisations, des manifestations, mais aussi des apéros champêtres, etc. Enfin, en tout cas, tout un mouvement de contestation qui dure, hein, qui est vraiment dans longtemps, contre ce projet, et ce projet n'a toujours pas abouti parce qu'il y a à la fois l'opposition et aussi des recours juridiques qui sont en cours. Mhm. Alors comment s'est passée la manifestation de samedi, donc d'avant-hier? Très très bien, c'est-à-dire que déjà pour une fois on avait du beau temps parce que les précédentes manifestations il y avait de la pluie donc il y a eu un peu moins de monde. On était, je dirais, à peu près aux alentours de 200 personnes. Je le dis encore une fois, on est dans un 200 personnes, ça vous paraît peu, mais on est dans un village sur le papier de 900 habitants à 40 km, voire 50, 40 km de toute gare. Il n'y a pas de bus qui conduit à Bélabre. On est vraiment perdu. Donc ce sont des locaux qui ont manifesté pour l'écrasante majorité. Et Pierre Gentillet, oui, Pierre Gentillet, juste un mot. En fait, les habitants de Bélabre, pourquoi ils disent ceux en tout cas qui manifestent, ceux qui sont opposés à cette implantation, pourquoi sont-ils opposés? Quelles raisons avancent-ils? Il y a plusieurs raisons. Alors c'est une question très intéressante. C'est-à-dire que à la fois il y a la méthode, si je veux dire, il y a la forme et il y a le fond. Sur la forme, je vous l'ai dit, les habitants, ils ont découvert le poteau rose. C'est-à-dire que les habitants, ils auraient aimé être consultés par leur maire. Vous voyez, le maire, il a fait ça dans son coin avec son conseil municipal. Vous voyez, donc on a, 12-15 personnes et surtout le maire, évidemment, qui ont décidé d'installer ce centre pour migrants. Donc les gens, ils manifestent pour demandez-nous notre avis. Et on a d'ailleurs réussi à rassembler 400 signatures de Bélabrais sur 900 habitants et 400 en âge, c'est énorme. 400 Bélabrais qui réclament un référendum local, référendum qui a toujours été qui n'a pas eu lieu, refusé. Exactement. Ah oui, non, mais vraiment, c'est un déni de démocratie, ça c'est certain. Et le maire est bien embêté avec ça parce que évidemment, il s'attendait pas à voir autant de monde manifester. Et deuxièmement, sur le fond, parce qu'il y a une opposition. Vous savez, Bélabre, c'est un îlot de tranquillité. C'est un îlot de tranquillité, ce village. La France périphérique, cette France-là, c'est une France relativement calme. Il n'y a pas trop de problèmes, il n'y a même quasiment pas de problèmes. Les gens vivent bien, les gens vivent calmement. Vous avez aussi des gens qui ont quitté, ça c'est important, et notamment juste à côté du futur centre pour migrants, qui ont quitté l'Île-de-France, qui ont quitté la banlieue parisienne, parce qu'ils en avaient assez, je le dis pudiquement, des difficultés, comme on dit, qu'on rencontrait en ville ou en banlieue, pour venir couler de beaux jours ici. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est aussi pour ça que les gens se mobilisent et manifestent. Et alors justement, sur le fond, il se passe ça. Alors pour le moment, le maire j'ai vu une déclaration du maire, d'ailleurs je dis au maire de Bélabre, 0826 300 300, ou au conseil municipal, s'ils veulent répondre, évidemment, ils ont évidemment le droit de réponse et d'intervenir. C'est un plaisir de débattre avec lui, d'autant qu'il refuse le débat depuis 15 mois. Alors aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, Pierre Gentillet, je rappelle que vous êtes avocat, est-ce que aujourd'hui, au fond, parce que on a entendu le maire dire de toute façon, écoutez, c'est fait, c'est passé, ça passera. Il l'a dit à plusieurs reprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est là ou pas? Ben non, en fait. Et ça, j'ai bien compris que le maire, il était dans. Vous savez, c'est un peu l'effet Coé, quoi. On saute sur sa chaise, on se donne du courage et on se dit ça y est, c'est terminé, c'est fini. Non, monsieur le maire, c'est pas fini, c'est pas terminé. Et le simple fait qu'au bout de 15 mois, il y ait toujours 200 personnes qui se mobilisent dans votre commune pour la 7e fois contre ce projet, ça devrait peut-être vous faire tilt. Vous voyez, donc on a des recours qui sont déposés. Ils vont mettre un certain temps parce que la justice est lente, ça malheureusement vous le savez. Et puis aussi, je le dis, la mobilisation, elle continue. Elle va continuer aussi longtemps qu'il faudra. Les gens sont vraiment mobilisés, les gens sont vraiment déterminés. Et les propos du maire que nous avons entendus, qui ont été repris dans la presse, là, je crois c'est France Bleu Berry, ont au contraire suscité à la fois, je dirais, dans l'écosystème habituel des opposants à Skada, mais aussi au-delà, vraiment une forme de ras-le-bol. C'est-à-dire que c'est presque nous dire, mais ça sert à rien de manifester, ça sert à rien. Mais si, ça sert à quelque chose de manifester.
parce que, on en a le droit, et deuxièmement, ce projet, parce que c'est ça aussi qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que maintenant, le maire, il a vendu ce terrain, enfin, ce bâtiment à l'association L'île Thaïs, Oui. mais l'association L'île Thaïs, c'est contre elle. C'est contre cette association financée par Laurent Wauquiez, financée par des collectivités de droite à hauteur de plusieurs centaines de milliers d'euros, que nous concentrons notre action et que nous encourageons toutes les collectivités. Monsieur Laurent Wauquiez donne plusieurs centaines de milliers d'euros. Vous m'entendez? Plusieurs centaines de milliers d'euros à cette association. Vous avez aussi le maire LR de Moulins et d'autres. C'est contre cette association maintenant, qui elle aussi ne nous a pas consultés, que nous continuons le combat et nous espérons bien la faire plier. Nous avons écrit notamment à Laurent Wauquiez, qui ne nous a pas répondu pour l'instant, de cesser évidemment les subventions, parce que s'il y arrive, je vais vous dire, je termine comme ça, s'ils installent ce centre pour migrants, ils vont perdre des plumes. Cette association, c'est 30 millions de budget, dont 20 millions de nos impôts, 20 millions de subventions. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour que nos impôts financent ce type de centre pour migrants, surtout que Monsieur Wauquiez, Monsieur Wauquiez, il s'est dit opposé à la répartition des migrants en campagne. Il y a un moment, il va falloir choisir. Il y a une contradiction d'après vous. Pierre Gentillet, juste un mot. On a vu ce qui s'est passé à Callac, on a vu ce qui s'est passé dans plusieurs communes de France, donc Bélabre aujourd'hui. Est-ce que votre sentiment, c'est que c'est un mouvement qui aujourd'hui peut s'étendre, va s'étendre et touche déjà plusieurs communes, on le sait, et pour vous, c'est un mouvement appelé à se, je ne dirais pas généraliser, mais en tout cas à devenir de plus en plus fort? Ah oui, alors tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un enjeu local, c'est-à-dire il y a la commune de Bélabre et le combat pour Bélabre qu'on mène, et bien évidemment, il y a un combat national. Parce que, encore une fois, vous savez, il n'y aurait pas eu de mobilisation à Bélabre s'il n'y avait pas cette volonté d'État, et après ce relâche sur les associations pro-migrantes et certains maires, s'il n'y avait pas cette volonté d'État de répartir les migrants en campagne, souvenez-vous sur tout le territoire, quoi. Du ministère, oui, sur tout le territoire et en particulier dans la France rurale. Souvenez-vous de ce petit guide du gouvernement pour favoriser la répartition des migrants en campagne. Donc, tant qu'il y aura cette volonté d'État, tant qu'il y aura cette politique migratoire folle, inconséquente et surtout, c'est ça ce que ne comprennent pas les opposants, infinie. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête ce terme. Cette politique migratoire est infinie. Elle ne va pas s'arrêter parce que l'essor démographique des continents en provenance est inarrêté aujourd'hui. C'est donc sans ça, limite. C'est une question qu'on pourrait leur poser, jusqu'à quand et combien? Merci Pierre Gentillet. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre, évidemment, mais c'était intéressant de voir que il y avait effectivement sur 900 habitants, vieillards, enfants compris, il y avait 200 manifestants, et on va suivre tout ça, bien sûr. Juste un dernier mot, si vous me permettez, mais très court, André Berkoff. La singularité de ce mouvement, j'insiste par rapport à tous les autres que j'ai vus, et j'ai vu que ça a attiré l'attention, c'est que les gens qui manifestent, pour la 7e fois, sont des gens qui ne sont pas politiques, sont des gens qui ne sont pas adhérents de partis politiques. Le mouvement lui-même est dirigé par des gens qui ne sont pas encartés dans des partis politiques. Il y a un caractère spontané qui est très intéressant. Et à suivre, évidemment, ni gauche, ni droite, ni centre, ni haut, ni bas. Voilà. Et à suivre, bien sûr. Merci beaucoup à Pierre Gentillet, avocat pour la nouvelle mobilisation à Bélabre contre le centre d'accueil pour migrants. On se retrouve tout de suite pour évoquer l'Eurovision avec André Berkoff et le face-à-face à 13h avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE et ancien responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien, nous avons, je crois, une auditrice, effectivement, qui voulait réagir au propos de Pierre Gentillet, à propos de Bélabre et effectivement des migrants. Bonjour Céline. Bonjour. Vous nous appelez de la Drôme, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, oui. Alors, dites-moi. Je voulais apporter un peu de nuance à ce qui a été dit parce que, en fait, on se rend compte aussi que partout en France, il y a des territoires qui sont accueillants.
des villages qui accueillent des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile. Oui. Donc c'est quand même des personnes, on le rappelle, qui sont en procédure, qui sont dans un processus aussi de régularisation. Et en fait, il y a plein de territoires où ça se passe bien et on a parfois un peu tendance à ne pas en parler. Donc moi, je voulais aussi apporter un peu de nuance parce qu'il y a des habitants de villages qui se mobilisent pour pouvoir accueillir ces personnes-là et faire en sorte qu'ils s'intègrent à la dynamique rurale. Et on se rend compte que l'accueil en milieu rural fonctionne aussi, que c'est pas négatif et que c'est positif, quoi. Je comprends, Céline. Non, mais vous avez raison. Il faut jamais généraliser, mais c'est vrai que dans certains cas aussi, il y a aussi des problèmes. C'est-à-dire que on peut comprendre. Je me mets pas à la place des gens. Je ne suis pas à Belabre, je ne suis pas à Callac, mais il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont marché et d'autres n'ont pas marché. Je crois qu'il faut faire au cas par cas. Mais moi, ce que je ne comprends pas, alors, vous voyez, par exemple, Céline, vous me dites, il y a ça. Moi, je ne comprends pas que dans ces cas-là, très sincèrement, le maire ne fasse pas, quels que soient les maires, ne fasse pas un référendum très clair en disant, écoutez, voilà, les habitants sont là, est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord pour qu'on fasse et de quelle façon? Moi, je crois que ce serait quand même le mieux. La démocratie, on n'a plus de référendum en France depuis 2005, alors national, mais je ne comprends pas. Vous savez, ça marche en Suisse formidablement bien et il n'y a pas de problème. C'est beaucoup mieux que de faire ça en imposition ou dans le secret, vous ne croyez pas ? Oui, bien sûr, mais en fait, les centres d'accueil, c'est des politiques de l'État. Donc, vous avez aussi les sous-préfets, vous avez les préfets qui ont aussi un rôle à jouer de communication par rapport aux habitants. Le maire, il a certes des compétences, mais c'est l'État qui est compétent par rapport à l'accueil des réfugiés ou des personnes. C'est vrai, mais le maire pourrait aussi jouer son rôle. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire, moi, je vais vous dire, moi, la question qui me pose, c'est pas et heureusement qu'il y a des accueils, enfin, où ça se passe bien. Moi, je crois simplement que la moindre des choses en démocratie, c'est de consulter la population. Voilà. Après, à Callac, il y a eu des consultations. En tout cas, les maires et les élus qui étaient en charge de ce dossier-là, il y a eu des réunions publiques, sauf qu'ils n'ont pas eu de soutien du sous-préfet non plus pour pouvoir parler de ça. Callac, il y avait déjà un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Ouais. Ça existait déjà et ça se passait bien. Là, vous avez une fronde aussi de l'extrême droite qui est arrivée, qui a organisé aussi les manifestations. Et je voulais aussi rappeler que peut-être il parlait de 200 manifestants. Oui. À Callac, il y avait aussi énormément de personnes venues de l'extérieur qui n'étaient pas des habitants de Callac, donc oui, voilà, mais Céline, c'est bien pour ça que je vous dis que franchement, les maires devraient organiser des référendums, en tout cas des consultations avec leurs habitants. Comme ça réglerait. Et les habitants, c'est les habitants de tel village, et c'est pas les gens venus de l'extérieur. Ça réglerait le problème. En tout cas, ça permettrait d'apaiser le problème. Merci en tout cas, Céline. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Oui, c'était Marie-Myriam, victoire française à l'Eurovision en 1977. Et on se rappelle Toto Cutugno et beaucoup d'autres. Alors on va peut-être parler un peu de cette Eurovision, Euro-illusion, Euro-délire. Vous voyez, on a commencé avec l'Europe, on va reparler de l'Europe, mais c'était très symbolique. C'était très symbolique de voir qu'il ne peut plus y avoir une manifestation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit, alors, à tort ou à raison, moi je n'ai pas de jugement moral là-dessus, mais quand même, il n'y a pas de manifestation, quelle qu'elle soit, où la politique, où le bruit du monde ne s'inscrit pas. Alors il y a eu effectivement, avec la chanteuse israélienne, Golan, on a vu les huées, etc., le fait que une chanteuse, on pense ce qu'on veut de ce qui se passe entre Israël, la Palestine, et Gaza. Mais on pense aussi qu'une chanteuse qui doit être encadrée par 400 voitures de police et je ne sais combien de CRS et autres, c'est quand même un vrai problème. Deuxièmement, on a opposé, et puis on a dit Slimane. Et alors, est-ce que Slimane, il est français ou pas? Parce qu'il s'appelle Slimane. C'est-à-dire que ces espèces moi je considère, de côté Slimane comme du côté Golan, ces impositions, ces extrapolations du délire politique et du délire du monde dans une manifestation qui se veut artistique, la chanson
etc., me paraît déjà assez obscène. Mais il y a eu mieux depuis. Regardez par exemple, juste, on va vous faire entendre, évidemment, on n'a pas les images, l'Irlande par exemple, là. Ah oui, c'est bien, évidemment, quand on pense à Toto Cutugno, ou à Marie-Myriam, ou je ne sais pas, moi, à quel chanteur, qu'est-ce que c'est? Ah, on m'a dit, mais ça c'est moderne. Et d'ailleurs, c'était formidable. Alors, c'était la fête de quoi? C'était la fête du Pins, c'était la fête du woke, c'était la fête du trans, c'était la fête des partout, et c'était la fête avec le Suisse Nemo, de la jupette rose et de la couleur d'épines et des collants. I went to hell and back to find myself on track. I broke the code. Alors lui, Nemo, au moins, il a de la voix. Hein. C'est pas comme l'irlandaise. Là, au moins, il faut lui reconnaître qu'il a de la voix. Mais ce qui est intéressant, c'est cette jonction. Vous voyez, on parlait d'intersectionnalité. D'un côté, les conflits, voilà, ce qui se passe actuellement au Proche-Orient. Le prénom, alors quand c'est Slimane, est-ce que c'est français ou pas? Vous voyez, ces espèces de bons petits délires bien organisés. Et je ne renvoie pas dos à dos, bien sûr. Et puis, allez, le woke, la cancel culture, le LGBT, le ceci, le cela, qui arrive. Et moi, j'étais absolument frappé, vraiment les images parlaient beaucoup mieux que les mots, bien sûr, de voir cela. Alors, c'est quoi l'Eurovision? Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, la chanson, l'art est devenu un prétexte. Et oui, un prétexte. Puisque dans les musées, les ripostes alimentaires et autres eh bien, comment ils manifestent? En jetant de la soupe et des matières diverses sur la Joconde, l'origine du monde de Courbet, Léonard de Vinci, etc. La galerie des glaces à Versailles, pensant comme ça sauver la planète. Et quelle est la contribution des autres et des manifestants à la guerre au Proche-Orient, etc., eh ben, on va manifester avec ce courage qui les caractérise, on va manifester à l'Eurovision. C'est pas beau, ça. C'est pas magnifique. Qu'est-ce que c'est que ces petits robots qui n'ont même pas les réflexes de Pavlov parce qu'ils n'ont même pas l'intelligence de Pavlov, où l'avant-dernier neurone se dispute avec le dernier, qui utilise ces manifestations qui devraient être de l'art, quel que soit, alors, que ce soit du rap, du slam, etc., mais pour exister en tant qu'artiste et pas qu'en tant que petit militant politique de sous-arrondissement. J'espère que vraiment on pourra un jour faire quelque chose, que ce soit au théâtre et au cinéma, qui ne soit pas absolument matière aux gens qui vont là-bas, donc qui se foutent totalement de la chanson, qui se foutent totalement de l'art, qui se foutent totalement de ce qui les dépasse pour se vautrer dans le marigot de leur propre néant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors, Omar Sy, c'est bien. Alors, c'est intéressant d'ailleurs, vous savez, on disait toujours, c'est les médias qui décident, c'est extraordinaire. Omar Sy, acteur qui a très bien réussi aux États-Unis, qui est devenu une des stars de Hollywood, etc. Et il a fait son livre qui vient de sortir, son livre d'entretien avec Elsa Vigoureux. Et il a fait tous les médias, du matin au soir, du soir au matin, les plus grands, etc. Omar Sy, très bien. Eh ben, c'est intéressant de voir les ventes au bout d'une semaine, 10 jours. Même pas 3000 ventes. Comme quoi, il y a quelque chose par rapport au public qui est vraiment intéressant.
il faut le savoir, et je le dis pour nous, et c'est pas une autocritique, les médias ne font pas le public. Les médias vous donnent des orientations, et c'est très bien ainsi, et les médias vous donnent diverses informations, déformations, à vous de voir, à vous de juger. Et la preuve, c'est que quand, voilà, des vedettes extraordinaires du point de vue médiatique, du point de vue des réseaux sociaux, du point de vue de la notoriété, etc., il faut un livre, ça se vend même pas à 3000 exemplaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la capacité du jugement de chacun d'entre nous est toujours vivante. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout de suite, le face-à-face d'André Berkoff avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE et ancien haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. On se retrouve tout de suite et vous pouvez participer à l'émission 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et nous allons donner la parole, je crois, à Guillaume de Carcassonne, qui nous a appelé pour réagir au 0826 300 300. Merci. Bonjour Guillaume. Bonjour André Berkoff, bonjour tout le monde, merci de me faire intervenir. Je voulais juste parler de mon témoignage sur l'Eurovision que j'ai regardé. Oui. Que je ne pensais pas d'ailleurs être capable de faire, parce que bon, non pas que je suis transphobe, mais ce monde queer ne m'attire pas spécialement, mais j'avais voulu regarder pour la prestation de Slimane, et je savais qu'il allait faire un bon score, donc je l'ai regardé et ensuite j'ai participé au vote. Ouais. Et donc c'était ça le moment le plus incroyable. Donc Slimane, qui je le rappelle, le premier vote, c'est le vote des professionnels, et ensuite il y a le vote du public. Exact. Et Slimane était arrivé deuxième au classement professionnel. Et pour moi, c'était d'ailleurs le seul authentique. Et il a fait vraiment une belle prestation. Je pense que c'est celui-là qu'on aurait dû inviter à nous présenter aux Jeux Olympiques et pas le cookie dans le side. Bref. Donc, ce qui était incroyable, c'est qu'ensuite, quand il y a eu le vote du public, Israël et l'Ukraine, qui étaient en bas de classement, au classement des professionnels, se sont vus remonter par le vote du public à la première place. Quasiment les deux. Donc nous, on a été évidemment, on a reculé. Et voilà, j'ai trouvé, je parle pas des huées d'Israël et tout ça qu'il y a eu. Peut-être que les huées d'ailleurs ont permis à Israël d'être catapulté premier. Oui, et il y a vraiment une différence entre le vote du public et le vote des professionnels. Je pense que le public est vraiment concentré sur la géopolitique. Et j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment Slimane méritait de gagner. Et voilà. Mais en même temps, beaucoup de gens s'invitent dans quelque chose qui n'a, c'est-à-dire la géopolitique n'avait pas à être effectivement là-dedans. Ça n'a rien à voir avec l'Eurovision. Et j'ai trouvé assez lamentable que ce soit les huées ou que ce soit. Mais moi, je voulais vous faire réagir. Quand vous avez regardé l'Irlande, la Croatie et le grand gagnant Nemo le Suisse, ça vous a fait quoi? Écoutez, l'Irlande, j'ai eu un peu peur, mais bon, voilà, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. La réflexion que je me suis faite, c'est du coup peut-être que je me suis dit que Slimane aurait pu arriver premier s'il avait mis une jupe ou des talons. Voilà. Peut-être, c'est vrai. C'est vraiment le seul authentique et j'ai vraiment. C'est vrai. Non, mais la prochaine fois on dira à Slimane. D'ailleurs, on dit et la chanteuse israélienne, elle se serait mis avec du poil à barbe et comme ça, à mon avis, ça aurait marché. En fait, voilà, tout à fait. il faut plus appeler ça Eurovision, il faut appeler ça Eurotransvision. Et à mon avis, ça aurait beaucoup de succès à ce moment-là. Et beaucoup plus de sens. Merci Guillaume. Merci. Le face-à-face d'André Berkoff avec Alain Juillet, ex-directeur de la DGSE. Bonjour Alain Juillet. Directeur du renseignement de la DGSE. Alors Alain Juillet, je suis très heureux de recevoir Alain Juillet. Nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et dans des conférences et ça fait toujours vraiment plaisir de l'entendre et on apprend. Ex-directeur du renseignement et de la DGSE, faut le rappeler, et ancien responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. Alors Alain Juillet, vous aussi, vous n'avez pas votre langue dans votre poche et vous avez le plaisir de la distance et la lucidité, ça, c'est toujours bon à prendre ça. Au fond, je voudrais commencer par parler un peu de ce qui se passe, vous voyez.
de ce qu'on a eu depuis en géopolitique, que ce soit Russie-Ukraine d'un côté et Proche-Orient de l'autre. Mais moi, je voudrais vraiment que vous me disiez ce que vous pensez des narratifs que l'on peut entendre, que ce soit de la part des responsables, que ce soit de la part d'un certain nombre de médias, et de la réalité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel, je dirais pas abîme, mais quand même un tel fossé, la plupart du temps, entre ces narratifs, et on les vit en ce moment, et le réel? Alors, il y a plusieurs choses, en définitive. D'abord, il y a le fait que les gens, est-ce que c'est par conditionnement, est-ce que c'est par habitude, c'est difficile de le dire, mais les gens en général, le public en général, maintenant réagit à l'émotion, il ne réagit plus sur le rationnel. C'est très frappant. Donc, tout ce qui se passe est interprété sous le côté émotionnel, par le côté émotionnel, et du même coup, on passe complètement à côté de la réalité telle qu'elle est. Ce que vous venez de dire, d'ailleurs, regardez sur l'Eurovision, que j'écoute à l'instant, où en définitive, le public a voté émotionnellement, n'a absolument pas voté sur la qualité des candidats, parce que s'il avait voté vraiment sur la qualité des candidats, le classement n'aurait rien à voir avec le classement qu'on a vu. On est en plein là-dedans, ça c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'il faut bien voir que nous sommes rentrés dans un monde dans lequel l'influence, les opérations d'influence menées par d'autres pays, et pas seulement d'un côté, mais de tous les côtés. Car c'est ça qu'il faut voir. Vous voulez dire la guerre de l'information, voilà. La guerre de... Oui. Voilà, la guerre de l'information, maintenant, elle est générale, et on a des manipulations de l'information qui sont faites par des ennemis de la France, comme par des amis de la France, si vous voulez. C'est ça. Quand vous voyez ce qui s'est passé en Ukraine, par exemple, il est évident qu'il y a eu une manipulation de l'information dans tous les sens. D'un côté par les Russes, mais de l'autre côté par les Américains et par, je dirais, les principaux acteurs de l'OTAN. Quand vous voyez l'histoire d'Israël et de la Palestine, on voit qu'évidemment, il y a des opérations d'influence dans les deux sens actuellement aussi. Alors, toute la difficulté là-dedans, c'est essayer de voir, de tirer le bon grain de livret, d'extraire le bon grain de livret, c'est pas facile, parce que pour ça, il faut être très rationnel. Et puis, il ne faut pas croire ce qu'on entend directement, il faut essayer de recouper l'information en disant, tiens, que disent, par exemple, sur un problème, que disent les Russes, que disent les Américains, que disent les Chinois. Et se faire son propre jugement, Exactement. Ouais. Et là, à ce moment-là, alors, c'est d'autant plus difficile aujourd'hui qu'avec les réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, vous avez des gens qui sont, on le sait bien maintenant, qui sont poussés par certains pays pour délivrer des messages qui vont peu à peu tordre l'esprit des gens. On le voit. Alors nous, on en parle en politique en disant il y a dans les campagnes présidentielles aux États-Unis, en France, ailleurs, il y a des interventions de certains. Moi, je vais dire non. Il y a des interventions de tout le monde. C'est ça. Seulement, Absolument. on ne parle pas de nos alliés, on parle toujours des ennemis. Alors, selon les moments, l'ennemi n'est pas le même, donc on ne parle pas des mêmes. Mais alors, Alain Juillet, justement, prenons un exemple, parce que c'est vraiment chimiquement pur, Russie-Ukraine. Oui. Pourquoi nous, Français, nous, Européens, avons suivi quasi aveuglement, je parle de la majorité, le narratif américain, alors qu'on aurait pu, sans du tout, et bien même le narratif russe est tout aussi entaché de déformation et de désinformation. Mais nous, la plupart de nos élites, ou de nos élites, qu'elles soient politiques ou médiatiques ou autres, ont absolument suivi, rappelez-vous, c'était Hitler, Poutine, Churchill, Zelensky, etc. Qu'est-ce qui fait que ça a mordu, et ça mord encore, d'une façon, et puis le reste n'existe pas, ce sont l'ennemi, c'est le camp du mal, on n'a pas à les écouter. Oui, voilà. Vous avez répondu en partie déjà à la question, parce que, en définitive, toute la technique maintenant, c'est de mettre d'un côté le camp du mal, de l'autre côté le camp du bien. C'est Star Wars, si vous voulez, les blancs et les noirs. Bon, alors on vous dit, lui, Poutine, c'est un monstre, c'est un tueur. Alors on nous disait aussi, il est malade, il va mourir, il va être renversé. Enfin, tout y passe. Et oui. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on dit ça. Non, il a tous les défauts. On lui reconnaît quand même un peu de tête, un peu de réflexion, mais pas beaucoup. En gros, c'est ça. Mais c'est l'intelligence de Satan. Voilà, c'est Satan. C'est Satan avec tout ce que ça comporte. Et de l'autre côté, par contre, c'est une pure merveille qui est... Bon, la vérité, c'est que il y a du mal et du bien dans les deux camps.
Hein. Dans l'affaire, effectivement, dans l'affaire ukrainienne, on sait très bien il y a du pour et du contre des deux côtés. Hein. Il y a eu les Russes ont effectivement attaqué. Là-dessus, il y a pas photo. Hein, suite à une monstrueuse erreur des services de renseignement russes, c'est clair et net. Ils n'auraient pas dû faire cette guerre à ce moment-là, ça c'est clair. Mais d'un autre côté, il faut bien dire aussi que de l'autre côté, ça faisait des années qu'ils faisaient tout pour que ça arrive. Le Donbass et autres. Donc, si vous voulez, on sait très bien que la tension peut arriver à un moment où il allait avoir un clash. Tout le monde le savait. Le problème, c'est pourquoi nous, on a pris parti alors que on n'était pas mêlés à ça au départ. Hein, L'Ukraine était pilotée, gérée par les Américains et par les Anglais. Les Anglais et les Américains plutôt. Hein, et donc nous, on n'était pas dans le coup. On avait essayé avec l'Allemagne, dans les accords de Minsk, de calmer le jeu. Bon, là, il y a un passage un peu douteux. On a vu les confessions de Hollande. Hein, oui, on a vu les confessions de Hollande. Et d'Angela Merkel, on voulait juste gagner du temps. Parce qu'on savait qu'il fallait préparer la guerre, ce qui veut dire que donc ils étaient convaincus qu'il allait avoir la guerre. Hein, et donc, ou par provocation, ou eux allaient la faire. Enfin, donc, on voit bien, rien que par cette déclaration, on voit que le message qu'on nous a fait passer était complètement faux. On a été manipulés totalement. Hein. Et pourquoi ? Pardon, Alain Juillet, oui. Pourquoi les Français, qui ne sont pas les Français ou un certain nombre d'Européens, ont accepté cette manipulation, au lieu de se dire, bon, sans être neutre, on peut quand même peser le pour et le contre ? Qu'est-ce qui a fait que... je vais vous dire, moi ça m'a rappelé... cette affaire d'Ukraine, ça me rappelle beaucoup l'affaire de l'Irak, où à l'époque on avait en France un président qui s'appelait Jacques Chirac, qui a refusé de suivre les Américains. Et il s'est fait traiter, et la France s'est fait traiter de tout. N'empêche que c'est la France, on l'a vu plus tard, c'est la France qui avait raison. Et maintenant, tout le monde le reconnaît. Mais à l'époque, souvenez-vous, ça a été une horreur. C'est exactement la même chose. Moi, je suis convaincu qu'une fois que cette guerre va s'arrêter, parce qu'elle va s'arrêter, c'est obligé, hein, lorsqu'elle va s'arrêter, on va s'apercevoir que on pouvait effectivement l'éviter. Je reconnais d'ailleurs à Emmanuel Macron, notre président, d'avoir eu la volonté de tenter de le faire quand il a été voir Poutine à Moscou. Bon, ça n'a pas marché, ça c'est autre chose. On peut discuter sur comment ça a été fait, tout ça c'est autre chose. Mais il y avait une volonté d'essayer de trouver une solution. Comme Sarkozy avait trouvé une solution pour la Géorgie, à l'époque de la guerre en Géorgie, il avait arrêté. Bon, mais les pressions étaient telles que c'était quasiment déjà impossible. On va en parler tout de suite après cette petite pause, Alain Juillet, pour savoir effectivement est-ce que la guerre est pliée ou pas aujourd'hui, et ce qui s'est passé vraiment au moment d'ailleurs à Ankara, rappelez-vous, un mois après l'invasion russe. Tout à fait. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et avec Alain Juillet, ex-directeur du renseignement de la DGSE, ancien responsable chargé de l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. Et justement, il s'agit du renseignement, de l'intelligence, qu'elle soit économique ou géopolitique. Alain Juillet, franchement, aujourd'hui, si on parle, à l'heure où on parle, du point de vue de la guerre, est-ce que ce n'est pas déjà plié, à votre avis ? Oui, je crois qu'il faut être objectif, si vous voulez. Quand on regarde ce qui s'est passé depuis 2 ans, on s'aperçoit que les Russes ne sont pas très bons en offensive. Enfin, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas été très bons en offensive. Par contre, ils se sont révélés excellents en défensive. Et c'est là où on s'est fait avoir, c'est que les Occidentaux pensaient que les troupes ukrainiennes, avec le matériel américain, français, anglais et autres, allaient enfoncer les troupes russes. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Donc ça, c'est clair. On a d'un côté alors les Ukrainiens aujourd'hui, ils souffrent de beaucoup de choses. Bon, on leur donne des moyens, certes, et puis ça va revenir. Il y a eu un moment un petit trou, mais il faut pas non plus exagérer, ça va revenir. Oui, mais est-ce que ça suffit ? Mais ça suffit pas. Mais non, ça suffit pas parce que en réalité, ils ont plein de problèmes. Le premier problème qu'ils ont, c'est un problème d'hommes. Il y a eu beaucoup de pertes. Là aussi, il faut arrêter de dire les Russes sont fait massacrer et puis les Ukrainiens n'ont pas eu de mort. Non, il y a autant de morts d'un côté que de l'autre, en gros. Hein. Alors les chiffres varient. On peut penser qu'on est à peu près actuellement en total à 500 000 morts, 250 000 de chaque côté, plus les blessés.
multiplié par 2 ou par 3, vous avez quand même beaucoup. Oui. Pour un pays qui fait un peu plus de 40 millions d'habitants et qui a vu une partie de ces jeunes partir à l'étranger pour pas faire le service militaire. Ils sont plusieurs millions à l'étranger. Oui, pour ne pas faire, la guerre. Hein, et ben évidemment, ils se retrouvent aujourd'hui avec un vrai problème. D'ailleurs, on l'a vu. La semaine dernière, ils ont passé un décret disant que les détenus pouvaient être utilisés. Or, souvenez-vous, quand les Russes ont fait ça, ce qu'on dit les Occidentaux, ils ont c'est un scandale, c'est honteux, Poutine, ce monstre, on fait exactement la même chose. Hein. Les détenus vont être utilisés aussi. Et vous avez vu qu'on a prolongé, on a allongé sur l'écart, le nombre de gens, l'augmenter le nombre de gens qui doivent faire leur service militaire, donc partir à la guerre, avec une conséquence, c'est que maintenant on a des gens qui sont sur le terrain, qui ont 50 ans. Or, on sait très bien qu'une troupe de gens de 50 ans n'a pas la capacité de faire la guerre comme une troupe de 20 ans. Donc, on est dans un système dans lequel ça ne peut pas se terminer bien. Donc, il va falloir négocier. Moi, je passe mon temps depuis 2 ans à le dire. Depuis d'ailleurs le moment où, vous vous en souvenez, un mois et demi après le début de la guerre, il y a eu une négociation entre les... Absolument. Et ils étaient prêts à signer, mais M. Johnson, Boris, de son prénom, est arrivé. Et a dit à Zelensky, il n'est pas question que vous signiez, on va gagner, il faut continuer. Alors que les négociateurs des deux côtés, Antalya, en Turquie, avaient négocié justement, et les provinces russes étaient autonomes, sauf la Turquie qui devenait russe, mais les autres étaient autonomes. Réellement autonome. La Crimée. Sauf la Turquie, la Crimée. La Crimée, pas la Turquie, la Crimée. La Crimée devenait totalement russe et les autres étaient totalement autonomes. Exact. Bon, c'était pas un mauvais accord. Quand on va voir l'accord, quand on va arriver maintenant, vous verrez que cet accord-là était bien meilleur. Mais comme vous l'avez dit, M. Johnson a considéré qu'au nom des Occidentaux, il fallait continuer. Donc des centaines de milliers de morts pour rien. Mais moi, c'est ce que je pense. Le drame de cette guerre, ça m'a fait traiter de pro-russe, ça m'a fait traiter de complotiste et tout, je m'en fous. La réalité, c'est que aujourd'hui, depuis pratiquement 2 ans maintenant, on fait tuer des gens pour rien, parce qu'on sait très bien comment ça va se terminer au niveau de la négociation. Bien sûr. Et tout le monde le sait et fait semblant de ne pas le savoir. Est-ce qu'à votre avis, est-ce que ça va aller au moins jusqu'aux élections américaines de novembre ? Alors c'est la question, si vous voulez, parce que ça va dépendre, je dirais, ça va dépendre de ce qui va se passer avec les Russes. Vous avez vu que les Russes progressent sur la partie nord vers Kharkov. Bon, ça, c'est une manœuvre qui a été relativement bien jouée, parce qu'ils ont fait croire, tous les médias occidentaux... qu'ils allaient prendre Kharkov... ils allaient prendre Kramatorsk. Tout le monde disait qu'ils allaient partir vers Tchatchijar et vers Kramatorsk, et au centre donc du front, et pas du tout, Gerasimov attaque par le nord, et là il surprend tout le monde... Et visiblement, en face, ils n'avaient pas prévu ça. Donc, mais est-ce que cette progression russe ira jusqu'à Kharkov? Et même, ils vont pas prendre Kharkov en un mois. Des grandes villes aujourd'hui, on peut pas les prendre comme ça. Et je vois pas un déluge de feu sur Kharkov comme on a connu à Alep, à Mossoul, ou maintenant dans la bande de Gaza. Donc, je pense que de toute manière, si ça va mal, on négociera tout de suite. Si ça va pas trop mal, je pense qu'il faudra attendre l'arrivée de Trump, puisque personnellement j'en suis convaincu qu'il va arriver. Et l'arrivée de Trump. Vous pensez qu'ils vont pas arriver à l'empêcher de se présenter comme moi je pense que c'est. Non, je pense que c'est cuit. Même là, il y a encore cette histoire de procès avec la jeune femme là. Mais je crois que c'est trop tard maintenant. C'est trop tard. Et d'ailleurs, on le voit bien quand vous voyez. Le président Biden annoncer qu'il n'enverra plus d'obus aux Israéliens parce qu'il est en train de perdre le vote des Arabes américains. Qui traditionnellement votent. Traditionnellement, les Arabes américains votent démocrate. Et pour lui, comme ça se joue à 2 ou 3% près, perdre 1 ou 2% des voix, c'est dramatique. Donc, c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Il dit, j'arrête d'envoyer des bombes, comme ça, mais je continue à les appuyer pour le dôme de fer. Donc, je continue à protéger Israël en tant qu'État, mais je ne cautionne plus ce qui se passe à Rafah et compagnie. Voilà. Pour essayer de récupérer les voix. Mais à mon avis, même avec ça, d'après les sondages, il ne les récupérera pas. Mais alors, justement, Alain Juillet, revenons un peu à la France, à notre cher et doux pays, vieux pays, comme disait un certain général. Et vous avez été à la DGSE, et puis vous connaissez bien la chose. Qu'est-ce qui fait quand même que
Pour prendre un exemple très très précis, on en parlait hors antenne, qu'est-ce qui fait que quand Madame Merkel va voir Monsieur Xi Jinping en Chine, elle y va toute seule, comme Monsieur Scholz va tout seul, il va tout seul, et que quand nous accueillons Xi Jinping à Paris, Emmanuel Macron le reçoit, mais il n'est pas seul, il est à Madame Ursula von der Leyen. Qu'est-ce que ça traduit ? Selon le point de vue où on se place, il y a deux possibilités. Ou bien on est déjà complètement vassalisé par la Commission européenne et l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de faire notre politique tout seul, parce que notre situation financière est désastreuse, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font que on nous prend plus au sérieux. Ça, c'est la première option. La deuxième, c'est que notre président, ça c'est un secret pour personne, voudrait ou souhaiterait être le patron de l'Europe après avoir été le patron de la France. Je crois que là-dessus, il n'y a pas de doute. Il l'a dit, il l'a laissé entendre. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et que dans ce cadre-là, il se dit, pour montrer que je suis vraiment un parfait Européen, j'emmène la présidente, la chef de la Commission, de manière à ce que, tout le monde sache que je ne fais rien qui va contre les intérêts européens. Le problème, c'est que quand M. Scholz va négocier avec Xi Jinping, c'est dans l'intérêt spécifique de l'Allemagne. Et quand Mme Merkel a été voir Xi Jinping, juste avant son départ, quand elle était encore chancelière, elle y a été toute seule. Alors qu'on lui a dit, vous allez toute seule ? Oui, et c'est moi qui vais négocier l'accord pour l'Europe. Donc l'Allemagne a négocié. C'est moi seul, Merkel qui va négocier pour l'Europe. Alors évidemment, quand on a vu l'accord qui a été signé, il est évidemment très favorable aux Allemands. Enfin ça, c'est évident. Elle n'allait pas en plus nous favoriser les Français, les Espagnols ou les Italiens. Bon, donc on voit bien que d'un côté, il y a des gens qui font une vraie politique. Et les Allemands essaient de se sortir du piège dans lequel ils sont. Nationale. Mais totalement nationale. C'est la souveraineté allemande, c'est clair, il n'y a pas photo là-dessus. La priorité, c'est l'Allemagne. Allemagne avant tout, c'est clair, mais il y en a d'autres qui font la même chose. Et puis, regardez même Mélanie. Mélanie est en train de faire, on n'en parle pas en France, mais Mélanie est en train de faire un travail incroyable au niveau international sur le bassin méditerranéen. Ah oui. Ah oui, on la voit arriver partout. Et elle passe des accords avec les uns, avec les autres, et nous, on perd pied. Très intéressant, on va en parler juste après une petite pause. Et Lucien, rappelons le... Oui, vous avez la parole sur Sud Radio. 0826 300 300. Vous pouvez nous appeler pour interpeller André Berkoff, pour interpeller Alain Juillet. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je rappelle Alain Juillet qu'en tant qu'ex-directeur de renseignement de la DGSE et ancien responsable, vous avez travaillé avec plusieurs premiers ministres, plusieurs présidents. Ah ouais, absolument. Si vous voulez, moi j'ai travaillé effectivement sous les ordres de Jean-Pierre Raffarin, de Dominique de Villepin et de François Fillon, donc c'est pas mal. Et puis j'ai eu l'occasion de travailler avant, mais là y compris avec à l'époque de l'équipe du président Mitterrand. Et puis par ma famille, j'ai été proche du général. Vous êtes le neveu de Pierre Juillet, oui, c'est ça. Mon oncle Pierre Juillet a été le conseiller de Chirac, de Pompidou. Bon, et ma tante était la secrétaire du général. Donc si vous voulez, donc moi j'ai suivi toute l'histoire, quoi. Et alors cette histoire, est-ce que ça nous évoque la fameuse phrase de Karl Marx, l'histoire, c'est d'abord un premier acte, une tragédie, et ça se répète en farce. Est-ce qu'on est presque là, sans exagérer, mais quand même? Je crois qu'effectivement, moi je crois à la dérive, si vous voulez, aux dérives dans les civilisations, dans les sociétés. Je me suis beaucoup intéressé, je m'intéresse toujours beaucoup à l'histoire, et c'est vrai que quand on regarde par exemple la bascule ou l'effondrement de certaines civilisations, de certains systèmes, empires, certains empires, on s'aperçoit qu'il y a une dérive qui s'est aggravée, et puis à un moment, ça explose. Et là, c'est vrai qu'on a un certain nombre de questions qu'on peut se poser quand on voit effectivement autour de nous un certain nombre de ces dérives. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est mal ou c'est bien, il s'agit de constater. Moi, je suis un homme de constat, d'analyse et de constat. Moi, je suis très froid. Mais alors, parlons un peu de ces dérives. Vous pouvez nous donner quelques exemples de ces dérives, à votre avis?
Si vous voulez, déjà, il y a la dérive de l'autorité. La dérive, ce que j'appelle, moi, la dictature des minorités. Quand on est dans une démocratie, c'est la majorité qui dirige. C'est le principe même de la démocratie. Certes. C'est la majorité qui dirige, ce n'est jamais une minorité. Quand on est dans royauté, il y a un individu qui dirige, le roi, qui dirige, mais qui est obligé de gérer à long terme, parce qu'il faut qu'il assure la succession pour ses propres enfants. Bien sûr. Donc il ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que sinon, c'est la révolution et ses enfants perdent le pouvoir. Donc, il est coincé par un système, si vous voulez. Bon, l'Empire, en général, quand ils ont pris le pouvoir dans l'Empire, ils essaient toujours ensuite de faire passer les enfants. Là encore, on retrouve donc l'héritage. Voilà, l'héritage. Alors, quand le système, justement, n'a plus de vision, alors, si vous voulez, quand il y a une dictature des minorités qui impose en permanence sa vision, qui est totalement minoritaire, mais en faisant tellement de bruit qu'elle s'impose aux majoritaires. Bon, déjà, on est dans une dérive. Alors, quand je dis ça, moi, je dis pas uniquement ça pour dire, c'est des dérives communautaires ou autres. Non. C'est aussi la dérive des élites par rapport au peuple. Oui, la dérive de l'élite par rapport aux ouvriers, c'est la dérive de certains types d'intellectuels par rapport à d'autres. C'est des dérives, on les assise dans tous les sens, et on a des dérives dans tous les coins, si vous voulez. Il faut pas qui engendre les divorces entre peuple et élite, entre peuple et pouvoir, etc. L'argent aussi, ce qu'on appelle la plutocratie. La plutocratie, c'est une démocratie dans laquelle ce sont les riches qui dirigent. Bon. Il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on est dans une plutocratie, puisqu'on voit bien que c'est le montant de l'argent pour la campagne, pour l'élection du président, fait que celui qui a le plus d'argent a le plus de chances de gagner. Et on voit bien aussi que ceux qui font la course sont tous des gens extrêmement riches. Donc on est bien dans une plutocratie, on n'est plus dans une démocratie. Et en France, aujourd'hui, à votre avis ? En France, moi je pense déjà qu'on est dans un système élitiste, totalement élitiste, puisqu'un petit groupe veut diriger les autres, et la meilleure preuve en est, c'est le refus du référendum. Et oui, tout système qui permet de donner la parole au peuple est refusé systématiquement par le pouvoir, parce que pour eux, le peuple, on ne doit pas l'écouter. On doit imposer au peuple ce que nous on veut, ce qui n'est pas du tout la même chose. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous sommes le camp du bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Exactement. Donc vous n'avez qu'à nous écouter. Et vous n'avez rien à dire. Voilà. Et donc s'ensuit, on l'a vu, gouvernement par la peur, management par le chaos, et attention, restez chez vous, sinon il va vous arriver des problèmes. Exactement. Et il y a des manipulations tout le temps. Alors, on parlait tout à l'heure d'opérations d'influence. Alors, au niveau international, c'est clair, ça n'arrête pas, mais au niveau national aussi. Le système qu'on appelle de la pensée unique, c'est-à-dire il faut penser comme on vous dit de penser. Bon, et si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes un misérable, vous êtes un complotiste, vous êtes un dangereux individu. Bon, comme disait Béard, celui qui pense. Le premier qui a dit la vérité, il sera exécuté. Il faut l'éliminer. Exactement. On est en plein dedans. Parce que on a eu de vérité, et on veut absolument que ce soit la vérité de tous. Et ça, c'est très malsain. Mais est-ce que ça n'amène pas, Anna Juillet, ça m'intéresse aussi votre ressenti là-dessus, en tout cas votre réaction, est-ce qu'au fond, c'est pas le pauvre Montesquieu qui doit se retourner dans sa tombe 20 000 fois ? Est-ce qu'on souffre pas vraiment, plus qu'aux États-Unis, de l'absence de contre-pouvoir ? Où sont les contre-pouvoirs ? Oui, je suis d'accord avec vous. La force des États-Unis, c'est que vous avez, à côté de ça, le système a été conçu pour avoir des contre-pouvoirs. Il faut dire aussi que c'est une fédération d'États, les États-Unis. Et les États-Unis d'Amérique, ils sont unis, mais chaque État a sa spécificité. Tout à fait. Et donc, c'est pas si facile que ça. Le fédéral n'a qu'un pouvoir sur un certain nombre de choses. Pas sur tout. Aux États-Unis, un certain nombre de règles sont faites selon les États, et puis chacun est indépendant. Là, chez nous, c'est pas du tout pareil. Nous, on a un système qui, au contraire, je trouve qu'il est en train de devenir... Il y avait une tentative à l'époque du président Mitterrand, à l'époque, il y a une tentative de décentralisation, mais aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est en décentralisation. On est en recentralisation. Jamais le pouvoir n'a été concentré dans aussi peu de mains. C'est clair. Il faut bien le dire. Si vous regardez l'histoire de France, je crois que c'est... Bon, il faut remonter très loin pour retrouver un système comme celui-là. Et ça arrive au point, c'est intéressant, il y a l'exécutif, donc il fait tout, et ça arrive au point que le législatif, le Parlement, où l'exécutif n'a pas la majorité,
malgré ça, ils font passer ce qu'ils veulent. Enfin, l'exécutif fait passer ce qu'il veut. Oui, mais et là aussi, ça pose un problème, si vous voulez. D'un côté, c'est bien quand on dit on peut arriver à faire des alliances qui font qu'on crée des majorités temporaires pour faire passer des textes. Mais ça pose un autre problème, par contre, c'est que est-ce que c'est bien raisonnable de voir un certain nombre de décisions qui sont prises qui vont à l'opposé de ce que pensent les gens et de ce que souhaitent les gens? Alors, on vous dit, oui, mais nous savons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faut quand même arriver, il faut pas mépriser le peuple, il faut pas mépriser les gens, surtout dans un pays comme le nôtre où le niveau culturel, le niveau social et autres, quoi qu'on en raconte, a monté. Hein, certes, c'est pas le bac est une catastrophe, mais le niveau du bac est pas bon, mais il n'empêche quand même que par rapport à l'époque où on se glorifiait d'avoir un certificat d'études, et où moi, à mon époque, quand j'ai commencé, quand on avait le brevet, on était respectable, et le bac, on était un grand monsieur. Bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est pas ça. C'est la même chose. Donc, effectivement, on l'oublie, ça. On dit, oui, on est fichu. Juste un mot avant, et nous allons prendre des auditeurs aussi, Alain Juillet. Est-ce qu'à votre avis, on va, sans faire ni les Cassandres, ni les prophètes de mauvais augure, est-ce qu'on pourra éviter, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, des affrontements qui sont assez aigus, sinon violents? Est-ce qu'on va vers... Est-ce que pour résoudre ces problèmes-là, est-ce qu'il faudra trancher un nœud gordien ou on pourra l'éviter, à votre avis? Moi, je pense que les problèmes de ce genre viennent quand l'État n'est pas fort, si vous voulez. Et quand je suis profondément républicain et démocrate, je précise tout de suite pour qu'il n'y ait pas d'interprétation de ce côté-là. Bien sûr. Mais ceci étant, il est clair qu'il faut une autorité de l'État qui soit indiscutable. La montée des incivilités, c'est très intéressant cette affaire des incivilités, parce que quand on voit la montée en France des incivilités qui ont commencé par mal se comporter, banalement, insulter les gens, faire des doigts d'honneur en voiture quand on faisait une queue de poisson, enfin bref, des trucs assez simples en définitive, mais qui maintenant sont au coup de couteau, parce que vous avez mal regardé quelqu'un ou que vous lui plaisez pas. Bon, ça pose un énorme problème. Si vous voulez. Bon, eh bien, là-dedans, comment faire? Il n'y a pas de problème, c'est l'autorité. Le seul moyen pour arrêter ça, c'est l'autorité. L'éducation, bien sûr. Mais l'éducation, il faut aussi l'autorité, parce que sinon, ça ne sert à rien. Mais Alain Juillet, tous les jours, il y a je ne sais combien de centaines de coups de couteau, combien de tabassages, Alors je dis pas, on me dit ça existait, mais pas à ce niveau-là. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Vous en témoignez, vous le savez. Non, il y avait des coins. Regardez à Paris, au 19e siècle, vous traversiez un pont la nuit, vous aviez toutes les chances de vous faire attaquer. D'accord. Oui, d'accord. Mais c'était dans certains coins. Dans les classes, c'est généralisé. Bon, mais là, c'est généralisé. Là. Quand vous avez dans les écoles des jeunes qui sortent le couteau et qui poignardent la fille ou le gars qui est en face, c'est absolument aberrant. Tout à fait. Et là, à un moment, on dit stop. Or, on voit bien que, sous la pression des minorités, sous la multiple minorité, on ne dit rien. Personne ne dit stop. Oui, on condamne. On dit, ça parole, comme disait Dalida, parole. Hein. Mais moi, les paroles, si vous voulez, je trouve qu'on est effectivement dans un gouvernement de la parole. Tout le monde parle très bien, ça, je suis le premier à le reconnaître. Mais et si on parlait d'action? Disons, si on faisait. Et oui, si on agissait un peu plus quand même. Ouais, non, mais il serait temps, on en parle tout de suite avec on retrouve après la pub, qui nous ont appelé au 0826 300 300, les auditeurs de Sud Radio. Et on retrouvera Annie du Vaucluse. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face d'André Berkov. Et vous avez la parole au 0826 300 300. Et on accueille Annie du Vaucluse. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Bonjour à tous. On vous écoute Annie. Ouais. Moi, je suis catastrophée parce que quand on voit qu'il y a tout confondu, je mélange tout, 17 milliards d'euros à l'UNEDIC qui sont détournés. Où va cet argent? Qui en profite? Il n'y a personne qui fait rien pour récupérer cet argent. Ça fait des années que ça dure.
Ça continue. On a l'impression d'être dans une république bananière. Et ça devient insupportable. Je vote. Mais ça devient insupportable. Ça devient insupportable. Alors, où va l'argent, Alain Juillet? C'est vrai que voilà. Non, mais on se dit qu'on a 3 000 milliards et quelques de dettes, on sait très bien, on va pas rentrer là-dedans, c'est complexe. Mais quand même, c'est vrai que les gens se disent, est-ce qu'il n'y a pas assez d'argent pour assurer un minimum de sécurité face aux incivilités? Non. Apparemment, non. C'est-à-dire que oui, il y a comme vous le dites, le premier problème d'abord, c'est une fois qu'on a identifié un certain nombre de problèmes, comme le rappelle cette dame. Il y a des domaines dans lesquels on sait très bien qu'il y a des fuites énormes. C'est l'histoire des centenaires en Algérie. Vous savez que dans la retraite, on paye des retraites à une quantité incroyable de centenaires en Algérie. Bon, évidemment, ils sont morts, les pauvres gens. Mais on n'a pas déclaré leur mort. Oui, vous savez qu'il y a 75 millions de personnes ouvertes à l'assistance sociale, à la sécurité sociale, et on est 67 millions. Non, mais exactement, c'est ça. Donc, à partir de ce moment-là, on voit bien, il y a des chantiers extraordinaires d'économie. Seulement, d'un côté, il faut qu'il y ait une volonté politique de dire, voilà un chantier sur lequel on va se mettre, et on se donne 1 an, et dans 1 an, on aura réglé le problème. Et si on fait ça, on peut. Bien sûr. Seulement, celui qui va annoncer ça, il va avoir contre lui toutes les associations possibles, inimaginables, que nous finançons en plus, car c'est nous qui les finançons, qui vont dire « Ah mais non, vous pouvez pas faire ça, parce que là-dedans, il y a des pauvres malheureux, on va les mettre en difficulté, ou ainsi de suite. » Non, je crois qu'à un moment donné, vu la situation financière de la France en particulier, parce qu'elle est quand même catastrophique, là, on a pris le chemin de la Grèce quand même, on est plus gros, mais on a pris le chemin de la Grèce. Bon, on a des dettes de tous les côtés, il faut commencer d'abord par faire le ménage chez nous. D'ailleurs, c'est ce que nous reprochent les Européens. Bien sûr. Quand tous les pays européens disent, vous nous donnez des leçons, mais commencez d'abord par nettoyer chez vous. Et commencez par arrêter les fuites, on peut dire, qu'il peut y avoir, comme ça a été évoqué dans un certain nombre de domaines. Bon, là, comme vous dites, la sécurité sociale. Bon, si on arrivait à réduire de 7 millions, 7 ou 8 millions les frais, de 7 millions d'individus, les frais de santé, je vous garantis qu'on fait une sacrée économie au niveau national. Et quand on sait que les pertes s'élèvent à 50 milliards, rien que sur le domaine des fraudes sociales, mais oui, exactement, vous vous rendez compte. Pas mal. Mais vous vous rendez compte. Alors on est en train de dire, il faut trouver 10 milliards pour faire des économies, parce il faut qu'on paye les intérêts de la dette. Enfin, maintenant, c'est plus 10, on savait 20 et plus. Mais bon, on a ça. Et alors pourquoi effectivement, on ne fait pas ça. Alors on vous dit, on a gagné, on surveille le fils. Mais vous dites c'est une question de formation, vous disiez, en antenne, Alain Juillet. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas préparés à la guerre. Quand je dis à la guerre, pas seulement à la guerre militaire, mais à l'affrontement, à prendre des décisions. Oui, voilà, moi je pense qu'il faut du cours. Il faut pas uniquement parler. Le problème, c'est que nous sommes dans la civilisation de la parole. Alors, on parle, et celui qui parle le mieux, c'est celui qu'on choisit. En gros, c'est ça. Bon, le problème, c'est que dans la vie, c'est pas comme ça. C'est pas par des paroles qu'on réussit sa vie, c'est en travaillant, et en agissant. Surtout, ils sont payés pour ça, pour faire. Ben oui, le politique, il doit agir. Mais agir, ça veut dire agir fermement. C'est-à-dire ne pas s'adapter en permanence, si vous voulez, au gré des vents, au sondage, mais d'avoir une vision. Parce que, vous savez, un des problèmes de la France aujourd'hui, c'est le manque d'espérance. Pourquoi les gens sont désespérés? Pourquoi il n'y a pas d'espoir pour le futur? C'est parce qu'on leur parle jamais du futur. Nos politiques, ils vous parlent au plus tard de la prochaine élection. Mais il n'y a pas de vision. À l'époque de De Gaulle, à l'époque de Pompidou, à l'époque de même de Mitterrand, ils vous disaient, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà où on va aller. Donc ils avaient une vision, et on mobilisait les gens autour de cette vision. Bien sûr. Là, on n'a pas de vision. Je mets au défi quelqu'un de me dire ce qu'on va faire dans 3 ans ou dans 5 ans. Personne n'en sait rien. Dans tous les domaines. La vision, c'est Ursula von der Leyen. Oui, voilà, la vision, Madame von der Leyen. Donc, alors en plus, si vous voulez, ça devient aberrant. On parlait de Madame von der Leyen, mais Madame von der Leyen, j'ai découvert récemment que notre président, c'est lui qui l'a fait élire. Vous vous souvenez qu'au départ, les Allemands avaient un autre candidat, Manfred. C'est Macron qui a intervenu. Oui, c'est le président Macron qui est intervenu pour faire élire von der Leyen. D'accord. Et maintenant, j'ai découvert la semaine dernière qu'il ne la soutient plus.
Et pourtant, c'est elle qui l'invite à Paris pour voir Xi Jinping. Il y a des moments où je comprends plus. Chinois. Oui, mais il y a des moments où je comprends plus. Et si je comprends pas, je pense que beaucoup de Français comprennent pas. C'est clair. Merci Lucien. encore à Annie du Vaucluse et on va à Bergerac avec Frédéric. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour Frédéric. Bonjour André, bonjour Monsieur Juillet, et puis bonjour à votre équipe. Voilà, moi je suis fervent auditeur, donc je vous félicite toujours pour votre émission. Merci. Voilà, par rapport à ce que vient de dire Monsieur Juillet, et puis si on fait la synthèse de tous les débats abordés dans l'émission, et comme disait Monsieur Juillet, avait l'air de dire tout ce qu'on peut faire, on le fait pas. Moi je pense que le pouvoir politique français s'est abandonné à l'Europe. Quitte à faire même nous mettre dans une faillite pas possible, en disant qu'un jour il y aura un euro numérique et puis qu'on vivra dépendant du système européen. Donc s'il n'y a plus de sous en France, et bien comme ça, l'Europe prendra le pouvoir global de tous les États. On aura fini le travail. Enfin, ils auront fini le travail parce que moi c'est pas du tout mon idée. Et je pense que c'est ça. Mais moi, par contre, je dis attention parce que quand on disait aujourd'hui, on lutte pas contre les fraudes, on lutte pas parce que les gens, moi je connais tous les milieux, je connais les milieux de gens qui ont beaucoup d'argent, ils savent pas ce qui se passe. Ils écoutent pas la télé, ils écoutent un flash, un média mainstream pour être informés. Ils écoutent pas, ils vous écoutent pas. Ces gens-là, quand vous leur parlez, des fois, moi j'ai vu des gens ahuris qui me disent mais Fred, mais qu'est-ce que tu es informé? Je dis mais je suis pas plus informé que ça. Je passe pas mon temps sur Twitter. Je vous écoute. Vous notamment, écoutez sur radio. Je me dis attention parce que peut-être qu'un jour. Mais déjà, ça fait beaucoup d'informations. Et moi, j'ai dit attention, et je voulais poser la question à M. Juillet, voir ce qu'il en pense. Allez-y. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mais quelque part, on n'est pas concerné, on n'écoute pas. Moi, je pense qu'il devrait y avoir un journal européen pour tenir, avant les élections, dire qu'est-ce qui se passe dans l'Europe. Parce qu'on demande des gens à voter. Moi, j'irai voter. Je demande à tout le monde d'aller voter. Mais qu'est-ce qui se passe en Europe? Les gens ne le savent pas. Et je pense qu'il peut y avoir une réaction, par contre, un choc. C'est le jour où on va se rendre compte que l'Europe peut faire les poches de ceux qui ont des sous. C'est pas mon cas. Je dis que là, peut-être qu'on va s'attaquer à la poche des gens, ça pourrait réagir différemment. Alors, Frédéric, on va... D'accord, Pierre Juillet, effectivement, est-ce que l'Europe va nous faire les poches? Est-ce que c'est parti vers ça? Est-ce qu'on va être tondu par l'Europe et est-ce que les gens aussi savent? Parce que, juste un mot, ce qui est étonnant, c'est qu'on a 400 médias, on a les réseaux, etc. Et effectivement, sur le plan, il dit, mais on ne sait pas, on n'est pas au courant. Alors c'est vrai alors, ce que dit ce monsieur sur le fait que beaucoup de gens ne sont pas au courant parce qu'ils ne cherchent pas à être au courant. C'est ça. C'est à eux de le faire. C'est à eux. Il faut quand même que le citoyen, il doit quand même faire un minimum d'efforts pour comprendre ce qui se passe. Alors c'est vrai qu'au niveau du politique, il faut qu'il communique aussi, mais au niveau des médias, il faut qu'il y ait une communication pour informer, mais il faut aussi que les gens soient intéressés, parce que il faut bien reconnaître qu'en France, une bonne partie des gens ne sont absolument pas intéressés par ce qui se passe ailleurs. Et quand quelque chose de mauvais leur tombe dessus, ils disent « Ah, c'est pas normal, c'est pas bien oui. ». Non. Alors, j'ajouterais une chose quand même, mais là-dessus, sur l'Europe, je crois qu'il faut être prudent aussi, c'est que nos politiques, mais ça c'est pas d'aujourd'hui, mais c'est vraiment de plus en plus le cas, nos politiques ont toujours tendance à reporter des décisions difficiles sur l'Europe. C'est-à-dire que quand il y a un truc qui ne plaît pas en France, on dit, vous savez, nous on était contre, mais l'Europe nous l'a imposé. Ouais. Il y a un phénomène actuellement très intéressant là-dessus, c'est quand ils ont voté une loi disant qu'on allait, au niveau européen, les décisions ne seraient plus prises à l'unanimité, mais à la majorité. Ce qui est très grave, parce que ça veut dire que on peut se faire court-circuiter. Total. Et quand vous savez qu'on fait des alliances et on fait n'importe quoi. Exactement. Quand vous voyez l'initiative des Trois Mers, enfin les pays de l'initiative des Trois Mers, qui sont les 13 pays anciennement proches de l'Union soviétique, les premiers qui étaient dans l'Union soviétique. Bon, 13 sur 28. S'ils votent tous ensemble, il suffit d'une voix de plus, et puis nous on ne parle plus. Donc, si vous voulez, ça c'est très grave, ce genre de choses. Eh bien, quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe? Personne n'en parle. C'est vrai. C'est l'histoire de majorité simple et personne n'en parle, alors que c'est un problème fondamental pour l'Europe dans laquelle nous rentrons. C'est fondamental. Et ça a été voté par certains partis français. Et c'est vrai. Donc, vous voyez, ça pose des questions, ça pose de vraies questions. Et Alain Juillet, on arrive presque au terme de l'émission. Ce que vous dites, en fait,
La vraie question, c'est une question de courage et une question vraiment de volonté, c'est ça? Absolument. C'est ça. Absolument, parce que le politique, en définitive, comme on le disait, quand le citoyen ne s'informe pas suffisamment, le politique, lui, il a les moyens d'être informé en permanence. Tout à fait. Donc, c'est à lui. Mais au lieu de faire de la politique, je dirais, politicienne, il faut qu'il prenne des décisions. Celui qui est au pouvoir, les partis au pouvoir, doivent exercer une véritable pression courageuse pour aller dans le bon sens. Même si ça ne plaît pas. Or, aujourd'hui, le drame, c'est qu'on suit les sondages, on marche au sondage, hein. Et comme on marche au sondage, on essaie d'endormir les gens par des paroles, mais que quand il s'agit de passer aux actes en disant maintenant on va faire quelque chose de sérieux, ça ne peut pas continuer comme ça, il n'y a plus personne. Et rappelons la phrase très connue de Winston Churchill, la différence entre un homme d'État et un politicien, c'est comme l'État pense aux futures générations, le politicien pense à sa réélection. Exact, et on est en plein dedans. Et on est en plein dedans. Merci Alain Juillet. Merci. Merci beaucoup Alain Juillet, merci beaucoup chers auditeurs d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaie, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.